Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon. Oh que oui, aujourd'hui j'espère que vous êtes en forme comme moi. Parce qu'on s'attaque à un très gros morceau, malheureusement pour vous, pour moi, pour l'univers tout entier et tous les autres. Oui, on traite d'un des films les plus étranges que j'ai pu voir dans ma vie. Un des films les plus malsains aussi, hors normes, hors propos, qui se nomme, oui, Theodore Rex. Film américain daté de 1995 et réalisé par Jonathan Bedwell, est sorti pour la première fois au cinéma en France le 26 juin 1996. Film que nous avons certainement dû voir 2 ou 3 fois à TQS lorsque nous étions petits, mais dont aucun souvenir subsistait dans notre mémoire. Une maudite chance en fait. Bref, un jour, moi et ma copine, nous l'avons vu dans une vente de garage. Nous étions curieux. Belle jeunesse. Oh! On savait pas trop à quoi s'attendre. Bref, en moins de 5 minutes, nous avions déjà remplacé cette merde par un Kubrick afin d'oublier certaines images. Cette chronique s'annonce donc des plus palpitantes? Ben non. Et c'est pourquoi nous avons décidé de ne pas souffrir seul devant l'un des plus gros échecs d'Hollywood, et je pèse mes mots. Parce que si vous pensiez que j'allais me taper seul un film qui fait partie de la même catégorie que The Men in White, eh bien... vous vous êtes trompé de bonhomme. C'est vous qui vous trompez de bonhomme. Lors de cette soirée, il y avait dans mon salon notre ami et complice Monsieur Adrodem, les 3 boys du podcast Les Films dans le Cabanon. J'ai nommé Monsieur Joël, Monsieur Jean-Gab et Monsieur Anto. Il y avait, oui, ce cher Monsieur Luduc et l'irremplaçable Monsieur Tarvaux. Tous très sympathiques d'être venus affronter avec moi Theodore Rex. Hein? Alors oui, chers membres de la communauté du salon, je vous le dis, accrochez-vous, c'est reparti dans le monde merveilleux des films pourris avec Theodore Rex. Comme nous sommes sympathiques et bien aimants envers vous, nous avons décidé de diluer un peu la douleur en commençant, oui, par parler de ce cher réalisateur qui se nomme Jonathan Bedwell. Il a donc travaillé comme scénariste pour le film The Last Starfighter en 1984, puis comme scénariste dans le film My Science Project, sorti en 1985, et enfin en 1995, il est scénariste et producteur sur son propre projet, Theodore Rex. Effectivement, coup de bol pour les 2 premiers films, ce sont des œuvres qui ont réussi à marquer 2 générations, et ce sont quand même des films qui ont gardé une bonne forme d'appréciation générale avec le temps. Et bien pour Theodore Rex, on parle de 2.5 sur 10 sur IMDb. Pour ce qui est de Rotten Tomatoes, il est à 0% sur le Tomatometer et à 18% sur l'Audience Score. Déjà là, ça part pas bien, mais si on rajoute avec ça, une vedette principale qui veut vraiment pas être là, un budget de 33 millions de dollars envolé, des marionnettes de dinosaures complètement affreuses, un imbroglio immense entourant le scénario, le financement, la compagnie de production, la vedette principale, le producteur, le réalisateur. Ah! Bref, une bonne grosse bouse. Oui, un caca dans les champs fait par un bovin. Oh, hein? Quoi? Oh, est-ce que tu es en train de me demander si Jonathan Bedwell a fait d'autres films après celui-là? Sérieusement, cher spectateur lambda, es-tu vraiment en train de me demander cela? Sérieux. Nope. Non. La seule chose que j'ai trouvée sur lui après Theodore Rex, c'est dans les tweets de M. Gary Whitta qui a travaillé comme scénariste sur Star Wars Rogue One. Donc, dans ses tweets, ce monsieur disait le nom de Jonathan Bedwell à propos d'une scénarisation possible sur une série télévisée basée sur le film The Last Starfighter. Mais sinon, que dalle. Donc la carrière de Jonathan Bedwell finit avec Theodore Rex? Ben oui. Gros dinosaure animatronique qui fonctionne une fois sur 2, c'est ça là? Absolument. Est-ce que tu as peur du film qu'on va visionner? Ah oui. Oui. Tout à fait. T'es un maître du cinéma, pis que tu nous dis, je vais vous montrer un film de marde, et que je le sais que je devrais avoir peur. J'ai hâte de voir si je vais avoir des espèces de
de flashbacks de ma jeunesse. Wow, je l'ai déjà vu, tu sais. Puis m'allumer des trucs qui étaient éteints. J'ai bien hâte de voir ça. Fait que non, j'ai pas peur, j'ai plus. En fait, j'ai vraiment hâte de l'écouter. Non, hein, j'ai vu bien pire que ça avec mes potes dans le cabanon. On écoutait dans le cadre de notre podcast des films vraiment pénibles. Tu sais, des fois, c'est dur de trouver un film qui est si mauvais que ça en est drôle. Des fois, on est juste sur la ligne de est-ce que c'est plate ce film-là. On écoutait Battlefield Earth. Moi, je vais jamais pardonner mon ami Jean-Gabriel d'avoir suggéré ça tellement c'était insupportable comme film. Fait que non, j'ai pas peur. D'ailleurs, j'ai vu Winchester dans la dernière année. Fait que j'ai plus peur de rien. Pas du tout. J'ai vu pire que ça. Je l'ai pas vu. J'ai vu des critiques sur internet de ce film-là, mais je suis sûr que ça sera pas si pire que ça. C'est quand même un film mainstream. Je suis sûr qu'il y a une certaine compétence là-dedans, même si c'est un navet. Sinon, ça me fait pas peur. Si j'ai peur du film de ce soir, il va m'en falloir beaucoup pour me traumatiser. Normalement, si tu m'arrives avec un film d'horreur, là, oui, tu me fais sortir de ma zone de confort. Mais là, si tu m'as parlé de Whoopi Goldberg, dinosaures, je penserais pas qu'on aille dans cette direction-là. Ouais! Surtout que t'avais décidé de prendre un film au début. Ouais. Et que t'en as pris un deuxième en te disant ça va être encore plus de la merde. Ça fait peur. Ok, le film commence donc avec une phrase qui nous met tout de suite sous le nez la qualité scénaristique du film avec ce que l'on appelle dans le jargon du cinéma un intertitre. Un intertitre? Mais attention là, l'intertitre. Un intertitre? Un intertitre, voyons. L'intertitre de Theodore Rex, c'est un intertitre complètement à part, oui. En plus de nous délivrer le scénario absolument au complet, eh bien, il nous le fait en point. Donc, c'est comme une recette. Et comble du n'importe quoi, l'intertitre commence avec cette phrase « Once upon a time in the future ». Le film est même pas encore commencé. On n'a pas encore vu une vierge de scène. Que c'est un flop, déjà tu le sais. On peut commencer le résumé maintenant? Oui. Suite à ce texte, nous sommes donc plongés dans un monde en noir et blanc dont la qualité des premières images nous donne un petit regain d'espoir. Et puis quand on voit le dragon japonais avec l'écriture Theodore Rex, on comprend qu'il y a anguille sous roche. On suit donc le personnage de Edge, joué par Stephen McHattie Smith, le meilleur acteur du film, soit dit en passant, qui finit enfin par rejoindre un certain Oliver. Ah non! Oh, wow! My God! Et puis, bon papillon, mini-explosion et boum, twist scénaristique jamais vu, nous étions donc dans un rêve, oui, le rêve de Theodore Rex, que l'on nous présente à travers ses petits gestes matinales, prendre une douche avec la queue qui sort, prendre ses triples Converse, prendre ses clés et son badge, bref, humaniser ce dinosaure. Theodore Rex qui a la voix de Monsieur George Newbern et qui a dedans lui un humain, oui, qui se nomme Bruce Lanoy, qui fait aussi, bon, on va se le dire, son gros possible. Bref, on déboule dans les rues d'une ville semi-futuriste avec des lampadaires libellules, des camions avec un espace pour queue de dinosaures et une ambiance de studio d'intérieur avec une ambiance de merde. Non, mais sérieux, les couleurs, les néons, il y a des néons, les voitures, c'est quoi ça, les voitures? Le ciel, pas de ciel noir. Peins-moi le fond noir, gros, pas de ciel! Et c'est avec une transition douteuse que nous nous dirigeons vers un plan CGI incroyable qui nous rassure que oui, nous sommes dans le futur. Et tout ceci, oui, pour nous présenter le personnage de Whoopi Goldberg, dénommé Cathy Coltrane, et son acolyte qui sont sur les toits de la ville, visiblement en mission. En mission pourquoi? Ben bien pour attraper une bande de méchants qui pourchassent des gens, les enlèvent pour leur faire on ne sait pas trop quoi. Bref, fenêtre sur le toit d'un camion, table et fusil, chute, tirage, papa bing bang, défonçage de barrières, méchants qui se sauvent, le camion qui fonce dans les barils d'eau et puis, boum, explosion. Et voilà, nous retrouvons donc Theodore Rex sur la scène du crime. Mais regardez-moi ça, un dinocide. Ouais, c'est un film. Un dinocide. Sur la scène du crime qu'il a vu précédemment dans son rêve. Oui, bon, parce que tous les dinosaures sont interconnectés dans leur rêve. C'est mentionné 2 fois dans le film, ça ne sert absolument à rien dans le scénario. Vous pouvez donc d'ores et déjà effacer cette information-là. Il fallait seulement que je vous le dise parce que, j'aurais pas fait comme faut ma job. Petit moment de débandade et puis Rex décide d'aller voir son créateur, l'humain qui a décidé de faire renaître les dinosaures tout bonnement comme ça. J'ai donc nommé Elizar Kane. Puis, dans un plan de quartier à la Blade Runner, on apprend que les ratons laveurs sont déclarés espèces éteintes. On apprend aussi que Cathy Coltrane sert de grande sœur policière à un jeune défavorisé
alcoolisé dénommé Sebastian. Nous nous retrouvons ensuite dans une soirée mondaine. Le cigare. Mais il y a donc bien des stéréotypes là-dedans. C'est hallucinant. À l'intérieur d'un musée, soirée à laquelle Théodore s'est invité et qui est organisée, oui, par Elizur Kane en personne. Nous y rencontrons aussi le boss de Théodore et de Cathy, le commissaire Lynch, interprété par Richard Roundtree. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi Shaft est dans le film? Pourquoi John Shaft est dans le film? Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un? T'as-tu fini de crier? Je t'ai pas parlé! On nous présente aussi Alex Summer, qui est une sorte de méchant intermédiaire entre Kane et la police dans le film. Par la suite, oui, c'est au tour enfin du grand Elizur Kane à nous être présenté, interprété par Armin Mueller-Stahl, acteur qui a joué dans une bonne trentaine de films. Et on nous introduit aussi le personnage du docteur Veronica Shade, joué par la talentueuse Juliette Landau. C'est donc suite à une mini-conversation entre Alaric et le commissaire Lynch que tous deux viennent à la conclusion qu'il faut faire de Theodore Rex le premier inspecteur de police dinosaure. Et je vous le donne dans le mille. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est Rambo! Sa partenaire sera nul autre que Cathy Whoopi Goldberg Coltrane. Qui, je crois, se rend bien compte que Theodore Rex est un dinosaure. He's a dinosaur. He's a dinosaur. He's a dinosaur. Come on. He's a dinosaur. You're a dinosaur. On nous prend donc à partir ensuite dans une limousine pour nous expliquer clairement que les méchants sont donc Elizur Kane, Alaric, Veronica Shade, Edge et le dernier et non le moindre, Spinner, que nous avons vu plus tôt avec Cathy et qui est joué par Bud Cort, qui a déjà joué, oui, entre autres, Harold dans Harold et Maude en 71. Bref, tous ceux-ci sont les méchants de l'histoire, oui, sachez-le. Nos deux héros sont donc enfin réunis pour élucider cette affaire de dinocide. Ils ont donc rendez-vous à la salle d'autopsie de dinosaures qui se situe encore une fois dans un musée, avec une grande spécialiste, une dinologiste. Et on assiste ensuite à une espèce de rituel dégueulasse entre dinosaures morts et dinosaures vivants. Je sais pas, mais c'est affreux. Ensuite, eh bien, on se rend compte que malgré ses diplômes, la dinologiste n'est pas foutue de voir le seul et unique indice sur le corps du dinosaure mort, une aile de papillon dans les narines du dinosaure. Et là, boum, prise d'empreinte de queue. Une empreinte de queue. Oui. Cette image est absolument dérangeante. Grâce à cette empreinte de queue, oui, on apprend que le dinosaure mort, Oliver, était fiancé à Molly Rex, une pin-up chanteuse dinosaure qui travaille dans un cabaret club. Oh oui, direction donc l'Extinct Species Club, où travaille Molly Rex et où ils pourront enfin, oui, l'interroger. Wow, non, pas encore. Hey! Non, je sais, on se calme. C'est pas grave, on respire par le nez. Wow! Je viens d'un putain de cauchemar. Non, mais il y a tes dents. Il y a mes dents et mes yeux. À peine le temps d'apprendre que ce cher Théodore Rex est végétarien que l'on nous balance, oui, ce cher et classique numéro de cabaret. Suite à ce spectacle abject, Théodore et cette chère Cathy Coltrane rejoignent Molly en coulisses pour lui apprendre la mort de son mari qui était en fait seulement son impresario. Déjà que le costume prend de la place, ils ont mis un costume sur le costume. Ce qui plaît beaucoup à Théodore, oh oui. Suite à cette fin de soirée agitée, Cathy se fait caler au poste et dit à Théodore de rentrer directement chez lui, chose qu'il fera mais accompagné de terribles méchants qui l'attaqueront. Et lui, eh bien, en tant que dinosaure, il se laisse faire. Oui, clairement, il se laisse faire, malgré le fait que ce soit un dinosaure qui fait 3 fois la grosseur de ses attaquants et qu'il possède des dents tranchantes et une mâchoire puissante, mais rien, il reste passible à appeler au secours et à caler des renforts à la police. Police qui arrivera bien plus tard, et tellement plus tard que les méchants ont eu même le temps de mettre de la crème fouettée partout. Ah, moi j'aurais dit de la crème à barbe. Ah non, peut-être plus de la meringue. Ben non, c'est pas de la meringue, maudit niaiseux, il faut la faire cuire. Ouais, mais c'est certainement pas plus de la mousse à barbe, quand t'attends trop longtemps, ça disparaît. Hey oh, on s'en branle. Pendant ce temps-là, vous avez manqué le seul plan visuellement beau du film. Profitez du fait que c'est beau visuellement. Ce plan-là est le seul attrayant du film, point barre. Bref, Cathy va à la morgue et apprend que le cadavre du début du film est l'être humain parfait.
et est la création d'Elizar Kane et de sa compagnie New Eden. Ce cadavre donc est l'exemple parfait du nouveau Adam. Cette scène est malheureusement interrompue par les cris de détresse de Théodore et que Cathy n'a pas le choix d'écouter, donc elle vole à son secours et elle apprend du même coup que Théodore n'a pas d'arme comme tout bon policier devrait avoir. Voyant l'état de son véhicule, il se dirige donc vers le poste de police pour s'en faire donner un autre poste de police qui se situe visiblement dans un aréna et qui a un peu l'intérieur d'un musée. Non, visiblement, oui, c'est encore un musée. Et obtenir une nouvelle voiture semble beaucoup trop compliqué et c'est à ce moment-là que Teddy se fâche. Il est fâché, Teddy. Là, il est fâché. Toujours dans l'aréna musée poste de police, on apprend que leur chef est fâché après les deux agents. Cathy en apprend un peu plus sur son enquête. Et Teddy, lui, il va se faire un relooking parce que dans le poste de police, il y a une machine qui change ton look et visiblement aussi ta personnalité. Oui, bien entendu, on est en 95, les clichés sont de mise. C'est pas drôle. Oh my god. J'ai fermé les yeux 5 minutes pis c'est ça que je vois. Le dinosaure a dit je veux être discret, je suis un inspecteur, puis elle a écrit un sombrero puis un moustache. Soulignons que tout ceci n'ayant aucun rapport avec le costume de détective que Teddy a précisément demandé. Bref, une fois son costume de merde trouvé, direction leur nouveau bolide qui est une benne à ordures. Une benne à ordures de police. Parce que les polices s'occupent des ordures, littéralement. Probablement une sorte de métaphore sur le résultat final du film. D'après moi, ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi la benne à ordures. Non. C'est probablement pour fitter avec le prochain décor, la dompe de char, où ils vont retrouver l'enfant que Cathy aide, une méchante bonne aide, ce qui donne aux méchants une raison d'être encore plus méchants en enlevant cet enfant pour des raisons fortuites. Oh, nice, la caméra avec une flashlight de coller dessus. Ensuite vient l'immanquable rencontre entre les deux protagonistes, Whoopi et Teddy, avec le méchant Kane, qui explique son plan de fin de film au milieu du film, ce qui occupe Cathy le temps que son jeune ami se fasse enlever par le pire des scénarios de kidnapping ever. Hey, j'ai fait le saut! Pour vrai, moi aussi! C'est suivi des obsèques d'Oliver qui se fait liquéfier, une scène affreuse remplie de malaise et de costumes complètement horribles. Non, arrêtez, j'en veux plus! Calvaire que c'est laid. Non mais arrêtez, ok? On arrête de danser. On fait plus ça. Non! Suite aux funérailles d'Oliver, Molly propose donc à Théodore de venir chez lui. Il accepte et s'ensuit une sorte de valse à double sens étrange. Sérieux, la scène de l'appartement n'était tellement pas nécessaire. Durant ce temps, on apprend qu'ils ont enlevé le jeune Sébastien pour avoir une assurance que Cathy Coltrane ne mette pas son nez dans le fameux plan du méchant. Après avoir cruisé comme un débile, Théodore rejoint Cathy Coltrane et ils se rendent ensemble au laboratoire de la police pour y découvrir que ce qui a tué ce cher Oliver est un papillon explosif et que c'est le Toymaker qui l'a fabriqué. Ni une ni deux, nos deux acolytes se rendent sur place et c'est, attention, à 59 minutes 46 secondes que l'on apprend que Whoopi Goldberg alias Cathy Coltrane est un cyborg. Download ambush avoidance. What? I didn't know you were BioWare. Okay, là, c'est là qu'on l'apprend. Oui. On apprend le concept qu'elle est bionique. C'est quand que le film est commencé? 1 heure? Non, ouais, ça doit être un... 45 minutes? On fait 4 heures. C'est ça. Ça fait 15 minutes. On vient d'apprendre que la personnage principale c'est moitié robot. Un ordinateur humain, Cathy. Calice. Passons outre pour l'instant, nous sommes rendus dans l'atelier du Toymaker, atelier qui est absolument et foutrement sordide au plus haut point. Il y a des gens gelés dans des bonbonnes et on voit juste la tête. C'est juste moi ou c'est crissement glauque? Hein? Et boum, on rencontre le personnage le plus what the fuck du film. Il s'appelle le gardien de la sacoche, qui, avec la trame sonore, nous rappelle énormément l'univers de Betelgeuse. De la visite. Bienvenue à la queue de dragon. C'est oui. Bref, la chenille collée par le gardien de la sacoche se transforme en papillon et les conduit au Toymaker. Un bête! Mais pourquoi? Pourquoi? C'est drôle, les enfants trouvent ça drôle. Toymaker, interprété par Peter Young, un vétéran de la télévision et des films de toutes sortes visiblement.
C'est après donc une courte bataille avec lui et une séance de torture, ouais. Le Toymaker avoue que non seulement c'est Edge, l'assistant de Kane, qui lui a commandé le papillon explosif, mais aussi que Molly et Sebastian ont été enlevés. On retrouve immédiatement Sebastian avec un singe dans une prison, puis M. Summers se fait congeler. Non, parce que c'est le Caquet, c'est ça que j'allais dire. Ah, les gars! Un caca de bonhomme de neige. Je sais plus quoi dire, je sais plus. Je sais pas quoi vous dire. Je le sais pas. C'est là. Ça existe. Je sais plus quoi dire. Je sais pas. Et c'est à ce moment précis que Coltrane débarque en grand fracas dans le repère de Spinner et de ses sbires avec un plan de merde pour continuer dans la lignée du film. Donc, Theodore et Coltrane volent une machine volante à Spinner et en sa compagnie volent devant la Lune. Il vole aussi effectivement vers le manoir de Kane, il défonce une fenêtre, comme le film a défoncé notre cinéphilie durant la soirée, et suite à leur chute donc, Coltrane se fait menacer par Veronica Shade. Puis Whoopi se libère des mignonnes et récupère son fusil assez ardemment merci. T'es pas habile avec la gueule, on dirait que c'est la Pour ensuite aller aider Théodore qui est encore pris dans les décombres, j'imagine. Ben non, elle drop là, tu vois bien? Ben non. Ben oui, gros, solide en plus, check. Ah, mais elle a abandonné là. Mais elle a abandonné là. Elle a clairement juste droppé là. Et nous retrouvons Théodore en grande discussion avec Kane, qui lui explique son plan qui est grosso modo de faire renaître la période glaciaire afin de filtrer les survivants grâce à son liquide magique en vaccin qui protégera tous ceux qui l'auront dans les veines contre le gel et le froid. Kane déploie donc son missile, le New Aiden. Je vais nous éloigner du soleil. On apprend du même coup que Kane veut congeler Théodore et c'est pourquoi il a enlevé Molly. Et c'est bien entendu l'assistante Veronica qui est choisie pour essayer d'endormir un énorme dinosaure. Donc après cet échec que l'on retrouve Cathy Whoopi qui était en fait allée délivrer Sébastien et Monsieur le Singe. Puis de retour à Théodore et Molly qui se retrouvent enfin sous le regard de Cathy et Sébastien émus. Et puis bang 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 sur Cathy, allez hop, ah ouais donc, neutralisons le cyborg pour la fin. Et puis bang, ah ouais, sur Théodore, teins-toi le dinosaure. Et puis face un choix déchirant, Teddy choisira la corde au lieu du fusil. Oui, afin d'utiliser la force de l'esprit. Et son intelligence, oui, afin, mesdames et messieurs, d'attraper Kane et ostentatoirement tuer Edge, de façon subrogative, bien entendu, et bon, enfin détruire le missile que tout le monde avait oublié. Et puis, oui, c'est la fin sur un happy ending classique. Teddy a enfin sa place au sein de la police et nous, eh bien, on nous laisse avec une fin ouverte qui s'est refermée d'elle-même. Katie, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Oh non, non! Je le sens. Si, ah, oui. Non, bye bye. Ouais. Ah, j'ai hâte aux deux. On s'en verra plus. Ouais. Hey. Le jeu des acteurs est dégueulasse. Là, tu me dis, est-ce que j'aime encore les dinosaures, les thés? Non. C'est rare que je m'endors sur un film. Il y a absolument rien qui se passe, puis tout est sans queue ni tête, on est confus à vrai dire. J'étais encore fâché contre toi. T'es encore fâché. C'était vraiment pourri, il n'y a aucun développement de personnage. Je comprends pas qu'il y ait autant de budget dans ce film. Aucun développement de relation. Ah non. C'était le fun d'être avec vous, c'était le fun d'être avec du monde pour critiquer le film, mais le film c'était pas bon, man. C'est pas drôle, on comprend pas toute l'histoire, elle est vraiment pas intéressante. C'est des jokes de pète, de rot.
Pas Whoopi Goldberg, honnêtement, là. Je le recommande pas. Mais j'ai vu pire que ça, t'sais. Mauvais sur un solide temps. Ça, c'est le genre de film que je conseillerais pas. Ce qui me fait encore plus rire, c'est que Francis l'a acheté en copie physique. Ça, c'est weird, là. Bon, première des choses, Theodore Rex est un livre sur la vie de Theodore Roosevelt, écrit par Edmund Morris et paru en 2001. Tiens. Comme vous savez, T-Rex est aussi le nom de ce film, mais en version anglaise, mais c'est aussi un livre, oui, cette fois-ci écrit par Douglas Preston et paru en 2008. Ah oui! Soulignons aussi le fait que T-Rex est le nom d'un restaurant topé numéro 2 dans la ville de Houston, Texas, aux États-Unis. Wow! C'est aussi un véhicule de conception québécoise qui a du chien. Ah bon? Pour vrai? Oui. Ah, mais c'est intéressant. Absolument. Ben non, oui, vraiment, c'est intéressant de faire des analogies avec l'homonymie du film. Non, vraiment. Mais une petite chose par contre. Oui? Veux-tu me parler du film? Ça me parle pas, t'arrêtes de... Parle du film. On va le dire clairement, le film a été un échec sur toute la ligne. Absolument, irrévocablement. Même avant le début de la production, ça subodorait l'échec. Oui. Pour faire un gros résumé, le projet était dans les cartons de Jonathan Betwell depuis 1989, mais l'argent manquait pour réaliser ce film grâce à une rencontre fortuite entre Betwell et Abramson, due à David Snyder, directeur artistique dans le premier Blade Runner, et il y a très certainement un petit lien à faire avec l'espèce d'hommage des décors qu'il y a dans Theodore Rex. Abramson embarque donc dans le projet de trouver la somme de 30 millions de dollars. C'est à ce moment-là qu'il se lie d'amitié avec un certain Stefano Ferrari, une sorte d'héritier d'une compagnie pharmaceutique italienne qui plonge financièrement avec eux dans cette histoire. Au début, c'est à Kurt Russell que les producteurs pensent pour le rôle de Coltrane, mais c'est un certain David Finch, ami de Richard Abramson, qui fera le lien entre Theodore Rex et Whoopi Goldberg. Finch trouvant le pitch de vente intéressant, il va donc voir son ami Whoopi Goldberg, a des échanges, blablabla, un petit 5 millions au bout de la perche, allez hop, Whoopi s'engage, elle dit « je vais le faire, oui, on y va ». Mais, quelques mois après que les préparatifs soient déjà en branle, M. Richard Abramson, le producteur, essaie d'appeler Whoopi. Et non seulement elle ne répond pas, mais elle ne donne pas de retour. C'est après plusieurs essais qu'il parvient enfin à la voir en ligne, et à chaque fois, elle donne toujours une excuse pour couper court à la conversation. Bref, elle est en train de leur chier des mains. Solide. Ouais. Oh ouais. Là, c'est le chaos, mon homme. Solide, la foire pogne. New Line capote, les Italiens qui ont investi de l'argent capotent, Richard pis ce cher Jonathan capote, tout le monde capote. Fait qu'on fait quoi qu'on capote? Poursuite judiciaire de 20 millions contre Whoopi. Whoopi, qu'est-ce qu'elle fait? Riposte, puis elle fait comparaître Richard Abramson en cours. Cependant, M. Abramson avait un très beau joker dans sa manche et ça s'appelle Petite cassette d'anciens répondeurs. Parfois, oui, les anciens répondeurs continuaient à enregistrer les conversations et c'est ce qui s'est passé. Et sur une des conversations, on pouvait bel et bien entendre Whoopi Goldberg dire qu'elle était partante à 100%. Oui, fac. Au bout d'interminables échanges de médiation, c'est le 9 septembre 1993 que le producteur Richard Abramson et Whoopi Goldberg forment un accord de 2 millions de dollars de plus pour Whoopi, pour un total de 7 millions, et une interdiction formelle de la part de Whoopi Goldberg à Richard Abramson, producteur, de mettre les pieds sur le plateau. Enfin, le film peut être tourné sur un plateau de tournage qui est libéré de toute tension. Nope, pas vraiment en fait. L'ambiance sur le plateau était absolument terrible entre Whoopi Goldberg qui ne voulait pas être là, la communication absente entre l'équipe de tournage et Stefano, le scénariste-réalisateur qui n'avait jamais été réalisateur avant, et on rajoute en plus les marionnettes animatroniques qui fonctionnaient à moitié. Bref, Whoopi Goldberg a senti la bonne grosse bouse cinématographique arriver à vitesse grand V et elle a essayé de contourner, de l'éviter par tous les moyens possibles et malheureusement, elle est tombée dedans la face en premier. Donc effectivement, quand on connaît cette petite histoire, on peut comprendre un peu mieux le chaos qui est visible dans le film. Ça n'a pas de sens, hein? Et je dois aussi quand même souligner le fait que la réalité et la fiction entrent en collision ici, oui, hein? Il y a quelque chose qui se passe là. Ça a une fusion à quelque part entre deux univers. Dans le film, Cathy Coltrane se fait imposer un dinosaure comme partenaire et dans la vraie vie, Whoopi Goldberg s'est fait imposer un dinosaure comme partenaire.
Il faut nous replacer en 1995, et pour tous ceux qui ne connaissaient pas Whoopi Goldberg avant aujourd'hui, tout comme Tarvo et Adodem, LOL. Est-ce que tu aimes Whoopi Goldberg? Whoopi Goldberg? Ouais. Je sais pas c'est qui, man. Je savais! Ah, c'est épique! Est-ce que tu aimes Whoopi Goldberg? Ouais, absolument. Que je sais pas c'est qui. C'est pas c'est qui? Non. Sais-tu c'est qui? Ben peut-être que je sais qu'est-ce qu'il a fait, ça. I guess le réalisateur. Non! C'est une actrice. Ben, je savais. Ben oui, je savais. Ok. C'est pour tester tes connaissances. Non, mais c'est magnifique. Adrodem non plus, hein. Il sait pas c'est qui. Ok. Ben, t'es pas là. Mais c'est ça qui est hot. Il a passé avant moi, fait que Oui. j'ai l'air moins cave. Là. Mais c'est parce que c'est dommage pour vous autres, vous allez la découvrir avec le pire rôle de sa vie. Eh bien, Whoopi Goldberg à Hollywood était on the top. Oh que oui, elle venait de faire le succès Rockin' On 1-2, Corina et le très peu connu Boys on the Side. La dernière chose que les enfants s'attendaient après avoir vu Whoopi Goldberg comme nonne qui chantait, eh bien c'est une Whoopi en robette policière du futur avec un dinosaure policier comme partenaire. Même quand je dis cette phrase, ça ne me fait pas rire. Cette situation, elle n'est pas comique, elle est grotesque. Aucune raison valable scénaristiquement et logiquement parlant. D'accord? On dirait littéralement une joke de marde d'un enfant de 5 ans qui essaye de capter ton attention en tirant après tes pantalons. Hein? Ah ben non, hein, c'est juste une ville rétro-futuriste avec des dinosaures en plastique ressuscités par un vieux fou. Puis à travers de ça, ben il y a des humains qui essayent de cohabiter avec des dinosaures. Juste en formulant l'idée, on voit que c'est une idée de merde. Les voitures sont affreuses, les accessoires sont d'une médiocrité incroyable. Les décors sont... Il y a comme pas de mots assez puissant dans n'importe quelle langue existante sur Terre pour définir ma haine profonde envers ce genre de décor. Littéralement. Oh! Oh oh! Ah! Mais c'est laid les décors, c'est laid. Ils sont dans un musée, calice. Ils ont rajouté un petit piédestal peint. Ils ont dit, ah, c'est correct. Je compte sur toi. J'ai un coéquipier Il y a ça, il y a ça. Ouais. Les lumières en haut. Courageuse, agressive, impulsive, tu vois le genre. Mais c'est un plaisir. Attention, écrasez pas vos jambes. C'est donc ben... Hein? Ah, il est subtil, hein? Dépotoir qui a l'air d'un CPE. Non mais sérieux, il n'y a pas un plan de caméra qui est pas dégueulasse dans le film. Ah non, c'est faux. Oui, on m'annonce qu'il y a un plan qui est beau visuellement, oui, qui dure 40 secondes sur 1h40 minutes de film. La ville, en plus d'avoir l'air pognée dans un gymnase, est comme tous les autres décors d'ailleurs, affreusement coloré, c'est laid, mais vraiment là, tu sais le poste de police qui est clairement un aréna à l'abandon by the way, ben la façade, je suis sûr qu'elle a été repeinturée par une batch plus bonne de Sicko. Qui a dit ça? Qu'est-ce que ça y a les couleurs? Moi, le duc des voix et couleurs, là. C'est laid. Je regrette les voir. Au dire du directeur artistique, il avait parfois seulement 3 heures pour repeindre entièrement le décor. Car oui, mesdames et messieurs, oui. Il réutilise les décors à outrance. Et j'ai pas remarqué tout de suite, mais lors de mon 2e ou 3e ou 4e visionnement, je sais pas, j'ai pas compté, ok? Je me suis rendu compte qu'ils avaient repris des décors dans le même film. C'est-à-dire que l'entrée du bar, par exemple, et l'entrée de la maison de Théodore, eh bien, sont les mêmes entrées, mais repeintes. En fait, ça paraît pas beaucoup, mais la rue entière a été repeinte 2 ou 3 fois. Oui, les décors sont affreux. Et les endroits où ils ont été tournés, les scènes extérieures, sont tout aussi affreux. Et là, tantôt, on faisait des farces, mais les intérieurs de bâtiments sont à 90% des musées, et ça, on en est sûr. Et sinon, ben c'est un décor composé de murs et d'immenses planchers vides. À cause de quoi? Ben à cause de la queue des dinosaures. Et étrangement, je pensais jamais prononcer cette phrase dans une chronique de Dans mon salon. Alors oui, allons-y, to the go. Parlons-en de la queue. Oh oui, on va en parler. On veut parler de queue, on va parler de queue. On va parler de queue, on va parler de queue. De queue, plein de sortes de queues. Il y a plein de sortes de queues, gros. Je crois que... pardon. Non, c'est rien. On arrête de compter les fois qu'il a fait cette joke-là. On arrête de compter les fois qu'il a fait cette joke-là. Ben c'est sûr, moi je vais le réécouter, fait que je vais essayer. Vous pourriez vous pousser, hein? Ben, fais-toi pas violence de même. Je suis assez craqué pour vous. 17 putains de jokes de queue. 17. Une dizaine plus 7 autres. Je vous ai fait un montage. Go! Tall. Hey, what? Can you believe it? Commissioner Lynch.
Il a fait un Eric Salvaire. I think this is for us. Sorry. No problem. I'm fully in control. on your murder victim from 3! Watch your tail there. Watch it, Zippy. Didn't I tell you to be quiet? No minimum tail clip. Green boy. Never! Et ça, eh bien, c'est sans compter la joke des bijoux de famille, parce que bon, rendu là, hein? Alors, je sais que ce n'est pas grand-chose, mais c'est un bijou de famille. Un de mes bijoux de famille. Oui. Devoir m'appeler. Tout à l'heure. Oui, parce que tant qu'à y aller, on va y aller, hein? Il y a vraiment des relations louches qui se passent entre les humains et les dinosaures. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je veux pas trop savoir qu'est-ce qui se passe, mais ça se passe. J'en ai pas trop parlé tantôt, mais les dinosaures veulent coucher avec des humaines. No joke. Même Whoopi se fait cruiser gros comme le bras tout le long du film. Et même la relation dinosaure-humain est assez étrange. En fait, clairement, les dinosaures sont victimes de racisme, alors qu'ils ont absolument demandé à personne d'être recréés. La ville est une espèce d'hommage raté à l'univers de Blade Runner et Total Recall. Et là, vous vous dites, ouais, le pouce, mais pouce égal. Mais je vous assure qu'il y a moult et moult références dans ce film. On passe donc de Blade Runner à l'univers de Tim Burton, de Total Recall, de Crow, puisant de l'inspiration dans les illustrations de Chris Van Allsburg, créateur des livres comme Jumanji ou de Polar Express, un scénario qui sent à plein nez celui de Who Framed Roger Rabbit, et tout ça dans un futur absolument improbable. Une bonne grosse cowboy, oui, du glooby-boulga, de la ben belle giblotte. Un mélange artistique affreux, géré de façon exécrable et dont le fil rouge a juste décidé de crisser son camp. Mais par-dessus tout, ce film est une aversion côté costume. Saint-Office de sacrement de maudit bâtard que c'est laid. J'ai jamais vu des costumes aussi laids que ça. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Sérieux, c'est quoi ça? Voyons donc, c'est quoi ça? Je viens d'un putain de cauchemar. Non, mais il y a tes dents. Il y a mes dents, mes yeux. Caliste. Soyons sérieux, quand en groupe ta première réaction quand tu vois le premier dino du film, c'est ça. Oh, wow. My God. C'est pas normal, hein? Soyons logiques. Si ton film traite à 50% de dinosaures, il faut que tes costumes de dinosaures soient sur la grosse coche sale. Et là, pour les défenseurs de ce film qui se disent « Oui, là, c'est tellement difficile en 1995 de faire des grosses marionnettes, puis des costumes animatroniques que tout le monde peut se mettre, puis on vient de bouger comme fou, puis c'est tellement difficile de faire ça, c'est tellement difficile. » J'ai des petites nouvelles pour vous autres. Voici la série télévisée intitulée sobrement Dinosaur, série créée par Michael Jacob et Bob Young, produite par Disney et parue initialement sur la chaîne de ABC entre avril 91 et octobre 94. Cette série donne l'exemple parfait de ce qu'auraient dû ressembler les costumes du film Theodore Rex. Et selon les rumeurs qui circulaient à l'époque, le budget, au bas mot, calculant tous les coûts de départ et les investissements majeurs pour les décors de la saison 2 et 3, le budget, donc, est estimé entre 1 million et 1,5 million de dollars par épisode. C'est donc qu'en 2 saisons, il n'avait pas encore à côté le 33 millions de dollars que Theodore Rex a coûté. 33 millions de dollars à réaliser. 3 dizaines, plus 3, 33 millions. Et vous voulez très certainement avoir des exemples de films qui ont coûté aussi 30 millions de dollars, aucun problème. Ghostbusters, John Wick, Seven, The Notebook, Full Metal Jacket, Mortal Kombat Annihilation. Oh non, pas lui, ça c'est vraiment mauvais. Et vous voulez avoir un autre exemple? Non, c'est bon, on a compris, là, c'est correct. Eh bien, regardez dans The Flintstones The Movie, sorti le 23 mai 1994. Certes, il y a très peu de dinosaures vraiment animatroniques dans le film, mais quand il y en a, eh bien, ils sont assumés et ils sont bien fait. J'ai l'air encore une fois de piocher comme un con sur les costumes de dinosaures, mais je le dis, je le répète, il n'y en a pas un qui est réussi, ils sont tous foirés. À part celui de Edge. Non, pour vrai, lui, il est classe. C'est le seul qui est cool. C'est le seul qui porte bien son costume. Pour vrai, je suis certain que c'est lui qui l'a apporté de chez eux. Ça te met le niveau des costumes.
Le costume de policier de Cathy Coltrane est disons fonctionnel, et soit dit en passant, ça, c'est pas un badge de police, c'est un macaron avec la lumière. Les enfants du dépotoir ont l'air des enfants perdus dans Hook, les costumes des méchants sont sur le bord d'être des caricatures des films de Batman de 95 et 97, et soulignons le fait que Batman Forever est sorti en salle la même année où Theodore Rex n'est pas sorti en salle. Car oui, ces deux films ont été tournés en partie la même année. La même année. La même année. Pour le film Theodore Rex, ils ont commencé à tourner le 2 mars 1994 et ils ont terminé le 29 septembre 1994. Et pour ce qui est de Batman Forever, eh bien, ils ont commencé le 24 septembre 1994 et ont terminé en mars 1995. Ouais. Et je sais pas s'il y a eu de l'espionnage industriel, de l'influence ou une peur que Whoopi Goldberg sorte quelque chose de mieux que Batman, mais bordel de cul qu'il y a des parallèles à faire entre ces deux bouses. Les méchants sont risibles, les mignonnes des méchants sont excessivement énervants. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange une chips pour celui qui la mange pas! Et là, on vous parle même pas des choses les plus what the fuck que dans le film, on vous les laisse découvrir, parce que vraiment, on en a encore pour 10 minutes. Comme les plans de 3D dégueulasses et les personnages trop présents dans le film et ayant aucun rapport réel à l'histoire, comme le fameux prêtre en dinosaure qui fait des sermons à Théodore, ou bien, oui, le gardien de la sacoche. Sérieux, le gardien de la sacoche. Mais pourquoi? C'est quoi ça? Ben oui, le gardien de la sacoche, oui. Le gardien de la sacoche. Fuzzy! We got trouble! What the fuck? Je comprends plus rien. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ça dans ce film-là? Pourquoi? Je sais pertinemment que la question que je m'apprête à poser est déroutante pour n'importe quel film, mais là. Pourquoi? Pourquoi les dinosaures partent-ils? Pourquoi sont-ils habillés comme des humains? Pourquoi ne se battent-ils pas? Pourquoi ne mangent-ils pas de viande? Pourquoi veulent-ils vivre dans un appartement? Pourquoi portent-ils une bague? Pourquoi conduisent-ils une voiture? Pourquoi les humains sont racistes envers les dinosaures? Pourquoi les dinosaures veulent faire l'amour avec les humains? Pourquoi le bout de la ville que l'on voit le plus souvent est le plus laid alors que visiblement nous sommes dans le futur? Pourquoi Whoopi est une robette? Pourquoi la meilleure chanteuse dinosaure chante mal? Pourquoi Théodore a-t-il un chien? Pourquoi? Comme je vous l'ai dit tantôt, Theodore Rex devait initialement sortir en salle aux États-Unis, mais devant les publics tests qui ont lamentablement échoué, ils ont décidé de laisser tomber. Ce qui en fait, tout simplement, le film le plus cher jamais fait, transféré directement en VHS. Et on rajoute une toute petite couche. Avant 2012, c'était le seul film qui était passé directement en VHS ou en DVD et qui était aussi nominé aux Razzie Awards. Je crois que c'est pas un bon film. Il a néanmoins réussi à sortir dans quelques salles en Europe, réalisant approximativement 88 000 entrées en Espagne et 43 000 entrées chez nos amis les Français. Bonjour. Avec son budget de 33,5 millions de dollars au bas mot, eh bien Theodore Rex a resté pendant longtemps le film le plus cher qui n'a jamais été sorti en salle aux États-Unis. Dans une interview accordée en 2015 pour le journal brésilien Folha SD Polo, Whoopi Goldberg a déclaré que c'était le seul film qu'elle regrette d'avoir fait. Et elle a dit aussi, et je cite, ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait, je ne le voulais pas. Eh bien, ma chère Whoopi, nous n'avons pas besoin de te le demander. Oh non, nous le savons pourquoi. En fait, c'est pas compliqué. Quand tu as le choix entre perdre des contrats, perdre de l'énergie, faire les manchettes inutilement pour rien, aller en cours contre New Line, perdre 20 millions de dollars, ou faire un film qui ne te tente pas, gagner 8 millions de dollars, puis après ça, on n'en parle plus ou presque, eh bien, c'est un choix logique et chiant, et Whoopi l'a fait, et on peut pas lui reprocher. Et non. Mais quand même. Ouf. Et vous savez quoi? Plus j'y pense, et plus je me dis qu'en fait, même si ce film est lamentablement raté et plate, il n'en est pas moins peut-être un bon film quand même. Oui, certes, à la base, si on prend les règles du cinéma, ce film est affreux. Mais pensez-y, malgré le résultat improbable qu'est ce film exécrable, il a néanmoins pu réunir une couple de gars motivés à regarder un mauvais film dans mon salon, en sachant très bien que c'était pour une soirée découverte. Et cette enfoirée de déjection à 33 millions de dollars pièce nous a fait vivre moult émotions. Le pire, c'est que le film lui-même sait qu'il survit grâce à l'incompréhension des gens qui gardent malheureusement des séquences dans leur tête. C'est ce qui fait que sa légende perdure et dure.
Et malheureusement, ce qui est le plus terrible là-dedans, maintenant, c'est que pour nous, il attise des souvenirs. Et si un jour vous décidez de le visionner, eh bien oui, faites-le. Mais faites attention. Si vous n'êtes pas préparé mentalement, ça va pas bien. Et si vous avez encore soif de ce genre de film, eh bien sachez que dans les années 90, il s'en est fait à foison. Ça pleut, man, ça pleut. Le fameux Carnosaure, l'incroyable Raptor Ranch, le classique Adventure in Dinosaur City, le désarmant Future War, l'irréfutable Dinosaur Island, le malaisant Tammy and the T-Rex ou alors l'étrange Anonymous Rex. Ouais. Non, c'est pas bon. Ouais, moi, c'est comme quasiment une routine rendue là. Des films de merde de même, là, fait que... C'est après avoir écouté Neil Breen, ça va. Merci. Ouais, c'est ça. On est comme pas trop sûr s'il faut me dire merci. Merci pour le souper. Oui, c'est comme inquiétant que du dinosaure qui donne des coups de queue partout puis qui pète des ascenseurs, je m'en suis pas souvenu, mais la petite crise de bébite dans sa coche mauve. Ça oui, tu sais. Ouais. C'est terrible ce que tu nous as fait vivre. Ma tête a fait pour aucune raison. Si vous cherchez un bon film somnifère, je vous le conseille. Elle était robot, mais ça a servi à rien, à part à la fin. Je sais pas comment expliquer, mais je suis confus. Je suis confus par le film, je suis pas capable de m'expliquer. Je serais pas capable de dormir de la nuit, là. Tu passais les autres à l'interrogatoire, on checkait ta collection de films, pis on était comme... Mais il y a tellement de bons films ici, pourquoi qu'on a écouté ça? C'est sûr, si on revient une autre fois pis qu'on écoute un autre vidange de même, ça se pourrait que ça soit la dernière, là. Oui, malheureusement, c'est ce qui conclut ce nouvel opus de Dans mon salon. On tient énormément à vous remercier, chacun d'entre vous, de faire partie de la communauté du salon. Merci beaucoup. On tient aussi à nous excuser un peu pour notre baisse d'assiduité d'assiduité dans nos vidéos, et en fait c'est que nous préférons beaucoup plus la qualité qu'à la quantité sur notre chaîne, et ça, eh bien, je crois que ça paraît. Et pour être vraiment franc, c'est que je vais être aussi papa pour la seconde fois, donc dans notre maison, il faut faire beaucoup de rénovations, et il y a des rénovations qui vont toucher le salon. Et oui, effectivement, profitez de ce décor encore une fois, parce que ça va changer éventuellement, tout simplement parce que mon salon devient une chambre. Donc nous devons changer de pièces pour l'enregistrement, et en fait notre salon, parce que c'est vraiment mon salon. Hein? J'écoute des choses ici, la vie. Oui. Donc, qui dit nouvelle pièce, dit nouvelle configuration, nouveau décor, bla bla bla. Mais je vous rassure, ce sera un bon changement. Et nous tenons aussi à remercier encore une fois Adrodem, Tarvo, Luduc ainsi que les 3 gars des films dans le cabanon, j'ai nommé Joël, Anto et Jean-Gab, d'avoir voulu participer à cet magnifique épisode. Les gars, bravo. Et pour ceux qui veulent les suivre, eh bien, les adresses de leur chaîne YouTube seront dans la description. Et pour notre part, eh bien, nous espérons grandement que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Et si tel est le cas, bien, vous pouvez toujours l'indiquer, oui, grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois dans mon salon.